Bien, bonsoir. Merci d'être là si nombreux. Je voudrais vous parler d'autobiographie avant de vous parler de philosophie, parce qu'il y a une grande tradition occidentale du refus du corps et de la biographie. Et la plupart du temps, on nous dit qu'un système tombe du ciel et que le philosophe, finalement, c'est un pur esprit qui entre en relation avec les idées pures dans un monde où il y aurait des idées intelligibles de Platon. Pour ma part, je pense que le philosophe pense à partir d'un corps, d'une vie, d'une biographie, d'un enracinement biographique, historique, existentiel, et qu'il faut raconter un peu de sa vie pour pouvoir dire d'où viennent les concepts. Les concepts donc ne tombent pas du ciel, ils montent de terre et d'une certaine manière ils traversent le corps du philosophe. Le philosophe, c'est celui qui, d'une certaine manière, exprime ce qui sortira de la terre et qui deviendra du concept, du sens, des formules, des idées. J'ai écrit presque 90 livres et quand j'ai fait paraître un livre qui s'appelle Cosmos, j'ai fait savoir que c'était mon premier livre. C'était pas seulement une formule d'éditeur, c'était vraiment une pensée d'auteur. Je souhaitais dire pourquoi ce premier livre était un premier livre et il m'a fallu pour ce faire raconter un moment essentiel dans mon existence qui a été la mort de mon père. J'avais un père qui était ouvrier agricole, qui avait une culture classique, celle qu'on donnait dans l'école républicaine française. Il savait lire, écrire, compter, penser. Il connaissait l'histoire, la grammaire, la géographie, la littérature, bien qu'ayant quitté l'école à 12 ou 13 ans. Il ne parlait pas beaucoup, mais il enseignait par son comportement, par ses actes, par ses actions. Et il m'a enseigné un jour les étoiles, c'est-à-dire sur le pas de la porte de la maison. Il m'a expliqué la grande ours, la petite ours, l'étoile polaire. Et il me dit, voilà, l'étoile polaire, c'est la première levée, la dernière couchée, elle indique toujours le nord. Et d'une certaine manière, cette leçon d'astronomie était une leçon de philosophie. Je ne le savais pas, mais c'était une leçon de philosophie. Je me suis mis à faire des études de philosophie, je vous passe le détail de mon trajet, mais je me souviens que quand j'étais petit garçon, 7 ou 8 ans, nous plantions des pommes de terre dans un champ et qu'un avion passait et que j'ai demandé à mon père s'il devait partir un jour quelque part avec un billet d'avion gratuit, où il irait. Et il m'a répondu « au pôle Nord ». Quelques années plus tard, je lui ai redit cette chose-là, je lui ai dit « tu sais, tu m'avais dit ça quand j'étais petit garçon, est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi le pôle Nord ?» Et il m'a dit comme ça, c'est ainsi, mais il ne m'a pas expliqué. Mon père n'avait pas de désir, c'était un sage à la mode antique, pas de désir, pas d'envie, il travaillait, il était sobre en tout, et il était une espèce de Romain, dans l'ascèse, dans la simplicité, dans la vérité de son rapport au monde. Et puis, à 88 ans, dans mon village natal, alors que je fais des conférences comme avec vous, et je suis souvent à l'étranger, je me suis dit, évidemment, mon père mourra un jour, et éventuellement, je ne serai pas en France. Et ce soir-là, on avait fait un dîner avec des amis, mon père est sorti avec moi quand je l'ai reconduit à sa maison, et sur la place du village, il a eu besoin de se moucher, il m'a dit, il faut que je me mouche. Et j'ai regardé le ciel et on ne voyait pas d'étoiles. Et j'ai dit à mon père, ce soir, on ne verra pas nos étoiles. Et mon père m'a dit, non, ce soir, le ciel est couvert et il est mort, dans mes bras, debout. Il n'est pas tombé, il est resté debout. C'est moi qui ai été obligé de le prendre, de le soulever, de l'allonger à terre et de le poser. Et à ce moment-là, moi qui avais tellement craint ce moment-là toute mon existence, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas à l'âme, je ne crois pas à l'âme immatérielle, mais j'ai senti un héritage. J'ai eu l'impression que mon père me donnait quelque chose, me léguait quelque chose, et que quelque chose était passé à ce moment-là, et que je devrais essayer de comprendre ce qu'était cet héritage.
Cosmos est donc le premier livre d'une série qui en comprendra 4 et qui se propose de dire ce qu'est la nature. Cosmos est une philosophie de la nature. Il y aura un livre ensuite qui s'appellera Décadence, qui sera une philosophie de l'histoire. Un autre livre qui s'appellera Sagesse, qui sera une philosophie pratique. Et un dernier livre qui s'appellera Politique, et qui sera une philosophie du pouvoir. C'est-à-dire autant ces livres tranchent sur mes livres précédents, pour la raison que vous connaissez désormais, autant il me semble que je devais trancher aussi avec les titres, alors que mes titres sont plutôt poétiques et lyriques en temps normal. Je voulais juste un mot pour pouvoir dire les choses. Cette proposition que je vous fais, et puis comme ça je reviendrai pour vous parler de politique, je reviendrai pour vous parler de philosophie pratique, je reviendrai pour vous parler des autres sujets, mais je veux dire, cette proposition, c'est une philosophie de la nature et j'aimerais l'aborder avec vous en abordant la question du temps, la question de la vie, la question de l'animal, du cosmos et du sublime. Et ce livre est construit, c'est un gros livre de 500 pages, qui est construit en 5 parties, et 5 parties qui sont constituées de 5 chapitres. C'est-à-dire, d'une certaine manière, j'ai voulu qu'un livre qui s'appelle Cosmos puisse être fabriqué comme le cosmos, puisque en grec, cosmos, ça veut dire ordre. Ça ne veut pas dire qu'avec cet ordre, j'ai tout dit. Ces 4 livres auront un titre générique, ils ont déjà un titre générique qui est « Brève encyclopédie du monde ». Encyclopédie du monde, ça aurait été prétentieux, mais brève encyclopédie, ça dit bien que de toute façon, l'exercice est impossible à mener à bien, parce que l'exercice encyclopédique supposerait une longue série de livres, d'ouvrages ou de travaux. Donc il y aura 4 livres qui feront chacun 500 pages, et puis ça restera bref tout de même. Sur cette question du temps, j'ai fait des études de philosophie et on m'a enseigné les théories du temps chez Platon, la forme immobile de l'éternité immobile, chez Kant, forme a priori de la sensibilité, ou chez d'autres, tous les philosophes qui nous ont donné des définitions du temps. Et plus on avance dans la réflexion sur le temps, moins on comprend ce qu'il est véritablement. C'est-à-dire plus on le théorise, plus on l'idéalise, plus on le conceptualise, et moins on voit ce qu'il est, alors que tout le monde sait ce qu'est le temps. C'est assez sidérant, c'est-à-dire chacun sait ce qu'est le temps, mais si on commence à chercher à savoir ce qu'est le temps, on ne sait plus ce qu'est le temps. Je me suis donc proposé non pas de philosopher sur des théories du temps, en ajoutant, je ne sais pas ce que j'aurais pu ajouter, d'ailleurs j'aurais juste pu commenter un peu de Bergson, un peu d'Aristote, mais je voulais en finir avec les livres qui disent le monde, pour pouvoir dire véritablement et réellement le monde. Donc j'ai laissé de côté les philosophes, les livres, pour aller chercher des individus qui me renseigneraient sur ce que le temps pouvait me raconter. Comme ce livre était une recherche de mon père, ou du moins une recherche du sens de la vie de mon père, qui devenait le sens de ma propre vie, puisque finalement je devenais héritier. Héritier, c'est porter les valeurs qu'on vous a transmises. J'ai cherché ce qui aurait pu me rappeler mon père qui était né en 1921, et j'ai la chance d'avoir quelques amis dans le domaine du vin, et j'ai voulu goûter un champagne 1921. Donc j'ai fait une expérience philosophique à partir du champagne, parce que je crois qu'il vaut mieux, pour comprendre le temps, goûter une vieille bouteille de champagne plutôt que de relire ce que Kant a pu raconter du temps. Il se fait que je me suis trouvé avec des gens extrêmement sympathiques qui ont pensé qu'une seule bouteille de 1921, ça ne pouvait pas faire l'affaire, et qui ont d'une certaine manière écrit ma biographie avec du champagne, et qui m'ont trouvé des années qui correspondaient à mon entrée dans l'éducation nationale, la création de l'université populaire, ma sortie de l'éducation nationale, puis ma date de naissance, 1959, c'est un bon millésime, et enfin, 1921, le millésime de naissance de mon père. Il y a eu des fiches de dégustation, il y a toujours ça chez les œnologues, et on a commencé à raconter des histoires sur ces vins, et je me disais, on raconte ma vie, c'est facile, tout ça est sur Internet, et je pouvais imaginer que les gens lisaient plus une fiche d'Internet que ce que disait le vin véritablement. C'est-à-dire les qualités du vin correspondaient aux événements ou aux moments qui étaient concentrés dans cette bouteille. Mais au fur et à mesure qu'on avançait,
J'ai souri de moins en moins parce que 1959 me ressemblait, je ne vais pas vous dire comment, et 1921 ressemblait à mon père. Et pour le coup, il y avait là un aréopage de gens qui sont les gens qui font Dom Pérignon, donc un grand champagne, qui ne savaient rien de mon père, rien du tout, et qui m'ont parlé de ce champagne en me donnant les qualités de ce vin, sans savoir qu'il s'agissait des qualités de mon père. Donc je ne suis pas du tout dans une logique de projection, mais tous ceux qui connaissaient mon père, quand je leur ai raconté ce vin, m'ont dit que ce vin correspondait absolument. Conclusion, il y a ce que les Allemands appellent un Zeitgeist, c'est-à-dire un esprit du temps. L'esprit du temps, il est partout, c'est-à-dire dans une symphonie écrite à cette époque-là, dans un poème, dans une peinture, dans une architecture, dans un roman, dans un texte de philosophie, et puis en même temps, dans les vins. Quand les vins sont grands et qu'ils sont vraiment faits pour être grands et pour durer, eh bien, ils ressemblent à ceux qui les ont faits. Et c'est une quintessence de temps. C'est le temps géologique, c'est le temps climatologique. C'est-à-dire que pendant des millions d'années, la Terre s'est préparée et vous avez dans la Terre une cristallisation du temps. La pierre, c'est la cristallisation du temps. Donc vous avez des schistes, vous avez des marnes, vous avez des glaises, vous avez des calcaires, et ces substances-là vont nourrir la vigne, qui vont générer un jus qui va être pensé par les viticulteurs. Et il y aura donc, entre le temps géologique et le temps du viticulteur, le temps de l'agriculteur, des temps divers et multiples. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un temps, le temps, mais des temps. Temps géologique, temps climatologique, temps œnologique, temps agricole, temps horticole, temps du dégustateur aussi. C'est-à-dire que vous, quand vous goûtez ce vin, eh bien, vous êtes dans une relation au temps. Le champagne est souvent un vin de fête, de sorte qu'on est plus dans la fête que dans le champagne quand on le boit, c'est-à-dire qu'on a du plaisir à le boire parce que l'occasion est plaisante, et on ne va jamais voir ce qui se passe véritablement dans le verre. Et pourtant, il nous dit des choses. Tous les vins, quand ils sont des vins dignes de ce nom, nous racontent des choses. Et donc, je souhaitais qu'on puisse comprendre le temps à partir de cette bouteille. Par la suite, je me suis intéressé aussi au jardin. Et il m'a semblé que mon père était agriculteur et il avait aussi un jardin potager. Et il m'a appris le temps avec les étoiles, quand il m'apprenait que leur lumière était partie il y avait très longtemps, et qu'elle pouvait arriver simplement aujourd'hui, et que les étoiles pouvaient être mortes. Eh bien, c'était une leçon sur le temps. Ce champagne me donnait à nouveau une leçon sur le temps. Et mon père, quand il avait terminé ses journées, il faisait son jardin potager. Et dans le jardin potager, c'était un jardin ouvrier, il y avait une dizaine de jardins, et le sien était droit, propre, net. Il lui ressemblait d'une certaine manière. Et là aussi, avec le jardin, j'ai pris des leçons. Parce qu'il y avait des leçons à prendre sur le temps, là aussi, là encore. Le temps du jardin, c'est pas vous qui le faites. C'est le temps qui le fait. C'est le temps climatologique. Il pleut pas. C'est sec, c'est pas sec, c'est humide, c'est pas humide. Puis vous le travaillez, le jardin, vous le travaillez pas. Vous faites ce qu'il faut et au bout du compte, vous obtenez ce que les saisons vous donnent. C'est-à-dire que le jardin est le lieu dans lequel les saisons se voient, et les saisons, c'est la modalité du temps cosmique. Printemps, été, automne, hiver. Printemps, été, automne, hiver. Printemps, été, automne, hiver. Le jour, la nuit. Le jour, la nuit. Et puis, ces connaissances du temps qui permettaient à mon père de me dire que la Lune était montante ou descendante, croissante ou décroissante, ce qui n'est pas la même chose, et que en temps de lune montante ou en temps de lune décroissante, eh bien, il y a des choses qu'on doit pouvoir faire dans un jardin et des choses qu'on ne doit pas faire. C'était des leçons de philosophe. Mon père ne le savait pas, mais il me donnait des leçons de philosophie. Et en même temps, ce qui était intéressant, c'est que je découvrais que, à l'origine, la culture avait à voir avec l'agriculture. C'est la même étymologie. C'est-à-dire qu'à l'époque où il n'y a pas d'écriture, contrairement à ce que dit Hegel, les peuples sans écriture ont une histoire, mais à l'époque où il n'y a pas d'écriture, eh bien, on se transmet le savoir de manière orale. Et dans un champ, il y a des choses à savoir et des choses à faire au bon moment, à l'instant propice, et la transmission du savoir-faire dans un champ, c'était le propre de l'agriculture, donc une culture. Ce qu'il fallait savoir pour que les choses se passent bien dans un champ,
C'était des savoirs qui se trouvaient transmis par celui qui savait à celui qui ne savait pas, par l'ancien au plus jeune. Et on voit bien qu'à l'origine, il y a un paganisme, et étymologiquement païen, ça veut dire paysan, et que le temps du païen, c'est le temps d'une culture véritable. Nous avons perdu ce temps du païen parce que nous sommes dans un monde urbain, civilisé. Quand nous pensons en ville ou dans la ville, nous sommes des produits des villes, et dans les villes, nous ne savons plus ce qu'est le cosmos, ce qu'est l'ordre du monde, ce qu'est l'ordre du temps. Il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit dans les villes. La nuit, vous avez l'électricité, c'est donc une lumière artificielle qui s'éteint le matin quand arrive la lumière naturelle. C'est donc la lumière toujours. La lumière toujours, c'est la lumière jamais. On ne sait pas ce qu'elle est, véritablement, quand elle est indexée sur le temps véritable. Donc le jardin est un lieu dans lequel on doit pouvoir penser la vérité du temps, sa substance. Il y avait dans mon enfance rurale, c'est un petit village de 500 habitants, de temps en temps des tziganes qui passaient, des tziganes, des bohémiens, on les appelait des romanichels. Ils passaient avec leur roulotte et leurs chevaux. Et ils étaient déjà l'objet d'une réprobation, c'était les nomades, dans un monde de sédentaires. On avait parfois 1000 ans d'enracinement, ce qui était le cas de mon père, de ma famille. C'était 1000 ans depuis les Vikings présents en Normandie. Et il y avait ces gens qui passaient et qu'on voyait en fonction des saisons. Ils arrivaient, on savait que c'était toujours à la même époque, puis ils repartaient, ils vendaient des paniers, ils allaient, ils venaient, etc. Et en fait, ce qui est intéressant dans la leçon que peuvent nous donner les tziganes, c'est que c'est un peuple fossile. C'était. Je veux dire qu'aujourd'hui, ils ont été christianisés, et il y a eu une espèce d'ethnocide aussi qui fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup d'alcool, c'est des voitures, la télévision, les antennes paraboliques. Ce peuple est mort. Mais la culture tzigane nous permettait de savoir ce qu'était un véritable rapport au temps. Ils avaient le sens du cosmos parce qu'ils étaient indexés sur les rythmes de la nature. C'est-à-dire que les mouvements qui étaient les leurs, les mouvements dans le temps, les mouvements dans l'espace, étaient conditionnés par les saisons. Il y avait la saison de l'hiver, et l'hiver, on ne trouve plus les mêmes aliments, on ne trouve plus les mêmes baies sauvages. Donc effectivement, à ce moment-là, il faut manger les conserves qui auront été faites avec les animaux ou avec les fruits d'été. Donc il y a un rapport tout à fait particulier au temps qui suppose qu'on n'a pas besoin de travailler quand on est tzigane. On a besoin de faire le nécessaire pour pouvoir se nourrir. On ne produit pas le superflu. Et le travail n'est pas une vertu, le travail n'est pas une punition comme avec le christianisme. Donc les tziganes nous montrent ce qu'a pu être un rapport primitif au temps, un rapport extrêmement simple qui était la vie dans l'instant. Nous avons perdu le sens de l'instant. Nous sommes dans la nostalgie, c'est-à-dire la douleur du passé. Nous sommes dans la futurition, c'est-à-dire le projet, demain ou hier, mais la capacité à vivre l'instant en nous disant que le temps est précieux, qu'il est rare, qu'il ne reviendra pas, que chaque seconde perdue est définitivement perdue, eh bien cette leçon de sagesse, nous l'avons perdue. La plupart du temps, nous vivons comme si nous ne devions jamais mourir. Or, non pas nous allons mourir, mais nous mourrons tous les jours, petit bout par petit bout. Chaque bout perdu est définitivement perdu. Les tziganes nous montraient, à cette époque, que le sage usage du temps, c'est l'art d'habiter l'instant. C'est l'art d'habiter le présent et de ne pas polluer le présent par les regrets du passé ou par les inquiétudes du futur. Si la souffrance a eu lieu dans un temps passé, rien ne sert de réactiver à nouveau la souffrance qui sinon devient perpétuelle. Ça ne sert à rien de se lamenter. Ça ne sert à rien de souffrir du passé. C'est la même chose avec le futur. Pas la peine de perdre son temps à se demander ce qui va se passer. Parce que ce qui va se passer, on le sait, c'est le pire. Ça se termine toujours mal, une vie. Donc, pas la peine de se projeter dans un futur qui va faire que nous aurons perdu définitivement l'instant. Les tziganes, c'est un peuple qui nous a montré comment on pouvait vivre sans la culpabilité chrétienne, sans l'obsession du travail,
avec une capacité à saisir la nature véritable du temps qui est l'instant, savoir habiter l'instant. J'ai souhaité également interroger quelqu'un dont j'avais souvenir, parce que dans mon enfance, je me souviens qu'à la télévision, on avait parlé d'une expérience de Michel Siffre, qui est un spéléologue, et qui s'était enfermé volontairement pendant plusieurs semaines, qui était descendu dans des anfractuosités, puis dans une grotte, et qui a rompu avec la mesure du temps. Il n'avait pas de montre, il n'avait aucun instrument qui lui permettait de savoir ce qu'était le temps, et il n'avait aucun point de repère pour savoir non plus si c'était le jour, si c'était la nuit, ce qui lui aurait permis un comptage, qui lui aurait permis de savoir quel jour il était. C'est-à-dire que dans un noir complet, avec juste une lumière artificielle, il est allé à la recherche, d'une certaine manière, d'un temps perdu. Et il l'a retrouvé. C'est-à-dire que le temps n'est pas une forme a priori de la sensibilité, pour utiliser le vocabulaire de Kant, mais c'est une force a priori, non pas une forme, mais une force. Et c'est une force qui se trouve dans chaque cellule du vivant, chaque cellule de ce qui est. Et quand Michel Siffre fait cette expérience, on découvre que nous avons oublié le temps naturel qui était le nôtre pour ne plus vivre que dans un temps construit et mesuré. Le temps du jour, le temps de la nuit, le temps du travail et le temps du repos, le temps du labeur jusqu'à la retraite et puis le temps du repos, le temps de la jeunesse, le temps de la vieillesse, enfin le temps de la mort, etc. Tous ces temps qui sont construits socialement et qui font que nous avons oublié qu'il y a en nous un temps qui nous fait être ce que nous sommes, un temps qui s'accélère. Et cette vérité du temps, elle est visible, par exemple, dans le blé qu'on découvre dans les sépultures égyptiennes. Et quand des archéologues découvrent des petites coupelles dans lesquelles des offrandes votives ont été faites avec du blé, 40 siècles plus tard, vous prenez ce blé, vous le mettez en terre, vous arrosez, et vous aurez un épi de blé. C'est-à-dire qu'il y a du vivant dans le vivant, et que le temps, c'est la forme prise par la vie dans le vivant. Il y a donc des durées qui sont inscrites dans tout ce qui est vivant, et le temps n'est pas en dehors de nous, ça n'est pas quelque chose qui nous serait totalement extérieur, c'est quelque chose qui nous est intime, avec une logique d'accélération. Un an quand on a 8 ans, c'est pas un an quand on a 20 ans, c'est pas un an quand on a 50 ans, c'est pas non plus un an quand on a 90 ans. C'est pourtant le même temps mesurable, qui est mesuré, mais c'est la subjectivité vécue du temps qui fait la nature véritable du temps. Le philosophe, ça n'est donc pas quelqu'un qui théorise sur le temps pour en faire un concept, mais c'est quelqu'un qui le regarde être là où il est. Et le temps est là où nous sommes. On arrivait à la vie, puisque je vous disais tout à l'heure que après le temps, ce qu'on découvrait, c'était la vie et le vivant. Et il y a une leçon à prendre dans les jardins, justement, dont je parlais tout à l'heure, et à partir du végétal. C'est-à-dire que nous avons quelques considérations, et encore, c'est nouveau, c'est récent, mais quelques considérations sur les animaux, mais pas du tout sur les plantes. On considère que les plantes, on peut les tailler, les couper, les manger, et qu'on n'a pas à avoir les égards qu'on a à l'endroit du vivant, quand le vivant, il est susceptible d'être conscient. Or, il y a une technique qui nous permet de savoir que la plante est vivante, d'une technique extrêmement intéressante, c'est celle du cinéma, qui fait que quand vous photographiez une plante, je ne suis pas sûr de mes chiffres, mais enfin disons toutes les 10 secondes ou toutes les minutes, et que vous accélérez, vous passez en mouvement, en mouvement toutes ces photos que vous aurez faites, vous verrez la plante vivre. Si vous vous mettez devant la plante, vous ne la verrez pas vivre. Si vous la filmez et que vous projetez en accéléré la vie de cette plante, vous la verrez naître, croître, vivre, mourir, disparaître. Où l'on voit que le vivant est actif de cette manière-là. Il est actif parce qu'il veut la vie, le vivant. Ce qui définit le vivant, c'est de vouloir la vie qui est en lui, qui est en soi. Et vous verrez que la véritable sagesse, pour nous aussi, c'est de vouloir le vivant qui est en nous. Il y a une expérience, enfin un constat plus qu'une expérience, un constat qui a été fait sur des impalas et des acacias.
dans un immense parc, mais qui reste tout de même fermé, on a découvert que certains impalas mouraient et se retrouvaient auprès des acacias sans qu'on sache pourquoi ils mouraient. Jusqu'à ce qu'on découvre que la concentration de ces animaux dans cet espace avait fait que quand ils se nourrissaient de l'écorce des acacias, eh bien les acacias comprenaient qu'ils étaient en péril. Et comme ils sentaient que s'ils ne faisaient rien, ils allaient tous mourir, les acacias, ils se sont mis à dégager une toxine qui est devenue dangereuse pour l'animal, dangereuse puis mortelle. C'est-à-dire que quand les impalas se sont mis à ingérer l'acacia qui répondait à cette agression ou à cette agressivité par une toxine, eh bien les animaux se sont mis à mourir, donc ils ont cessé de manger les acacias, et les acacias se sont trouvés protégés. Et quand les acacias se sont trouvés protégés, ils ont cessé d'émettre cette toxine. Ils l'ont donc émise, cette toxine, dans leur propre corps, disons-le comme ça, mais ils ont également communiqué. C'est-à-dire, les acacias communiquaient aux autres acacias qu'il y avait un danger. Et c'est un éthanol, c'est un gaz qui était transmis d'un arbre à l'autre au point que les acacias communiquaient. C'est-à-dire que nous avons longtemps dit que les animaux ne communiquaient pas, que c'était des objets ou des choses, on parlerait tout à l'heure, mais on découvre que tout communique, mais que nous ne sommes pas forcément capables d'entendre la communication du monde végétal. Eh bien, quand nous sommes à l'écoute du monde végétal, nous découvrons qu'il y a un vivant dans le végétal et qu'il y a des leçons à prendre chez les plantes. On sait d'ailleurs qu'il y a une espèce de neurobiologie des plantes et que dans l'extrémité des racines, il y a des énergies électriques. Je suis toujours extrêmement matérialiste dans mes analyses, mais des énergies électriques qui sont les occasions de la conscience de la plante. Si effectivement la plante est capable de savoir qu'elle est en danger, elle est capable d'une conscience. Si elle est capable de transmettre à d'autres plantes, même plantes qu'elle, mais à d'autres plantes, d'autres arbres en l'occurrence, quand il s'agit des acacias, ça veut dire que les végétaux sont capables de communiquer. Ils ont l'intelligence qui leur permettra de savoir que, en ce qui concerne les acacias, ils ont sauvé leur vie, donc ils peuvent arrêter ce processus d'intoxication. Donc vous voyez comment tout ce qui fait la conscience, la mémoire, le savoir, la transmission, toutes ces choses qu'on réserve aux humains, finalement ça fonctionne aussi dans le vivant. Et beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer, les animaux, bien sûr, mais aussi le monde végétal. Ce que mon père m'avait aussi appris, c'était, dans l'avoir de mon enfance, que les anguilles qu'on y trouvait allaient se reproduire dans la mer des Sargasses. C'est-à-dire, je jouais avec les copains d'école et on retrouvait sous les pierres des petites anguilles, et on jouait avec ces petites anguilles, et mon père me dit un jour que ces anguilles allaient se reproduire dans la mer des Sargasses et qu'elles revenaient. Et puis qu'elles repartaient quand elles étaient dans ce cycle de reproduction, et qu'elles repartaient, etc., qu'elles repartaient, qu'elles revenaient. C'est-à-dire qu'avec les étoiles, mon père me donnait des leçons sur le temps. Avec les anguilles, il m'en donnait sur l'espace. Et il m'est arrivé, d'ailleurs je venais faire une conférence en Colombie, d'être reconnu par les membres de l'équipage et d'être invité à venir dans la cabine de pilotage. J'ai passé quelques heures avec le pilote, et à un moment donné, on a survolé la mer des Sargasses. Et c'est extrêmement intéressant de savoir que quand Aristote écrit sur les anguilles, il n'en sait guère plus que ce que nous en savons aujourd'hui. C'est un animal qui reste extrêmement mystérieux. On ne les a jamais vus se reproduire, on ne les a jamais vus mourir, on les voit juste se déplacer. Des Sargasses jusqu'aux hautes mers, donc au salé évidemment, jusqu'aux embouchures des fleuves, donc les eaux saumâtres, et puis à l'intérieur des fleuves jusqu'au fin fond des rivières, dans mon village natal, ou dans l'eau douce, on retrouve un animal qui montre qu'il est prédéterminé ou prédestiné. Et il y a une leçon chez Spinoza, dans une lettre à Schuller, qui est une leçon extrêmement intéressante sur la question de la liberté et du libre arbitre. Spinoza dit, si vous prenez une pierre, que vous la jetez, elle va grimper, puis ralentir, et puis à un moment donné, elle va tomber, elle va revenir à terre. Donnez-lui le langage et la conscience à cette pierre, et elle vous dira qu'elle a choisi de partir, qu'elle a choisi de monter, qu'elle a choisi de ralentir, qu'elle a choisi de tomber.
Eh bien, c'est la même chose avec nous. Spinoza nous dit « Les hommes se croient libres parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent ». Bien sûr que la pierre, elle ne sait pas qu'elle a été jetée par quelqu'un, elle ne sait pas qu'elle obéit à la loi de la chute des corps, elle ne sait pas qu'elle est soumise à la physique, et quand elle monte, puis qu'elle s'arrête, et puis qu'elle chute, elle ne fait qu'obéir à une loi. Eh bien, nous sommes exactement dans la même configuration. Nous ne choisissons pas, nous ne sommes pas libres, le libre arbitre est une fiction, et nous obéissons à notre programme. C'est ce que nous dit l'anguille. Elle naît, elle vit, elle croît, elle se reproduit, et quand elle s'est reproduite, eh bien elle disparaît, puis elle laisse la place aux autres. Nous en sommes là. Schopenhauer en a bien fait la démonstration. Ce qui prime dans le réel, c'est l'espèce, c'est pas l'individu. Nous sommes là, nous arrivons au monde, personne n'a choisi. Dans cette salle, tous les gens qui sont ici sont au même point d'un point de vue ontologique, personne n'a choisi d'être. Et on s'en va vers la fin en faisant ce que tout le monde fait, mariage, enfants, reproduction, puis souvent divorce, et on recommence, etc. Enfin, je veux dire, et puis on arrive à la vieillesse, puis on disparaît, et puis on a fait des enfants qui font la même chose, et ça continue, etc. C'est-à-dire que l'individu est un leurre. La vérité et la réalité, c'est l'espèce. Et nous obéissons au programme de l'espèce. Il y a un programme, et nous ne faisons qu'obéir. Nous n'avons pas le choix, nous ne choisissons rien. La preuve, c'est que si on avait le choix, on ne choisirait probablement pas la vie qu'on mène, ou on n'aurait probablement pas la vie qu'on a. Cette anguille, elle nous apprend ça, et quand je me suis intéressé à ce qu'elle est, à son fonctionnement, j'ai découvert qu'elle était mise en péril par plein de choses, les barrages, les civelles qu'on consomme, enfin je ne sais pas si on en consomme au Chili, mais je veux dire en France, hélas, on en consomme beaucoup, au Japon encore beaucoup plus, c'est-à-dire les alevins d'anguilles qui font 2 ou 3 centimètres et qui remontent par milliards de la mer vers les fleuves, et on les pêche, on les cuit, et ça coûte très cher, et c'est une destruction massive. Les barrages empêchent également que les anguilles remontent, et puis les pollutions, évidemment. Et puis il y a un petit ver qui s'appelle un ver nématode, et ce nématode rentre à l'intérieur de l'estomac de l'anguille et détruit ses vessies natatoires, c'est-à-dire ce qui permet à l'anguille de nager dans l'eau. Donc elle meurt. Et je me suis aperçu que dans la vie, pas plus qu'on ne choisit d'être une anguille, on ne choisit d'être un nématode. Et il y a dans la vie des individus qui sont des parasites. Vous en connaissez tous, et nous en sommes parfois pour d'autres, des parasites, et on s'aperçoit effectivement que le parasite, il n'obéit pas plus à son programme que le parasité. Ce nématode, il existe partout dans la nature, et les vers solitaires sont des animaux du même type. Comment est-ce possible que dans un programme, il y ait par exemple des vers qui, pour se reproduire, aient besoin de parasiter le corps d'un grillon? C'est un processus extrêmement complexe, on pourrait passer 1 heure là-dessus, mais qui montre que les animaux vont ingérer la larve de ce ver, et cette larve, elle va se trouver à l'intérieur du corps de l'animal, et la larve va se nourrir de tout ce qu'elle pourra détruire dans le corps de l'animal, sauf le cerveau, parce qu'il lui faut prendre le pouvoir sur le cerveau de l'animal. C'est-à-dire que les grillons sont complètement mangés de l'intérieur. Le nématode donne des informations chimiques au cerveau du grillon, et le grillon s'en va au bord d'une piscine ou au bord d'un cours d'eau. Il se suicide d'une certaine manière, il se jette dans l'eau, parce que c'est la seule possibilité pour le nématode de perforer le ventre de l'insecte, de sortir, et on voit, il y a des photographies qui sont faites, ou des images, on voit parfois des vers qui font 80 cm, qui étaient enroulés dans le corps de l'insecte, et ce ver, d'un seul coup, il aura tué le grillon, et il aura pu survivre. Et il lui faudra retrouver un autre nématode avec lequel il s'accouplera, il faudra refaire le même processus, etc. C'est-à-dire qu'il y a dans l'existence des prédateurs et des proies. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours l'un ou l'autre, on est tour à tour prédateur, on est tour à tour proie également. Cette théorie-là, évidemment, elle n'est pas habituelle en matière de philosophie, puisque nous sommes sur un régime que je dirais chrétien ou judéo-chrétien, et que le judéo-christianisme a postulé l'existence de la liberté. Pour pouvoir punir, il faut dire que nous avons le choix.
nous avons le choix de faire le bien, nous avons le choix de faire le mal. Et quand nous faisons le mal, c'est parce que nous avons choisi de faire le mal. Donc, on est susceptible d'être puni. Si on fait le bien, c'est qu'on a choisi de faire le bien, on est donc susceptible d'être récompensé. Tout le dispositif juridique, le dispositif pénal, le dispositif carcéral, tout ça suppose que nous postulions l'existence du libre arbitre. C'est la Genèse, vous connaissez l'histoire. Dieu dit, vous pouvez tout, sauf goûter du fruit de l'arbre de la connaissance. Eh bien, à partir de ce moment-là, on nous dit que Dieu a créé l'homme libre, mais pas libre de le nier. Parce que si on est libre de nier Dieu, eh bien, on le nie, mais il ne se passe rien. Or, quand on le nie, on voit ce qui se passe, c'est-à-dire le péché originel. Il y a donc, pendant des siècles, cette idée que nous serions doués d'un libre arbitre, jusqu'à ce qu'un certain nombre de philosophes nous disent pas du tout. Il n'y a pas de libre arbitre. Spinoza nous dit pas de libre arbitre. Freud nous dit pas de libre arbitre. Marx nous dit pas de libre arbitre. Schopenhauer, Nietzsche nous disent pas de libre arbitre. Et c'est une philosophie extrêmement intéressante parce que vous découvrez que s'il n'y a pas de libre arbitre, vous n'avez pas le choix. Et vous obéissez à un programme. D'une certaine manière, la sagesse consiste à savoir que nous obéissons à un programme et qu'il faut obéir à cette obéissance. Qu'il faut vouloir ce vouloir qui nous veut. On n'a pas le choix, on n'est pas libre. Mais quand on sait qu'on n'est pas libre et qu'on n'a pas le choix, alors on est libre. C'est la seule définition possible de la liberté, savoir que nous ne sommes pas libres et consentir à cette absence de liberté. Il nous faut, pour aborder cette question du vivant, aborder la question de l'animal. C'est mon troisième temps, qui est, d'une certaine manière, un alter ego dissemblable. C'est un oxymore parce que si vous êtes un alter ego, vous êtes un autre semblable. Mais si vous êtes un autre semblable et que vous êtes dissemblable en même temps, c'est que quelque chose a lieu. Et on le voit bien, on ne peut pas considérer qu'un homme est un animal comme les autres. Mais c'est un animal. Pendant très longtemps, la Genèse nous a fait savoir que Dieu avait créé le monde et que, après qu'il eut créé la totalité de l'univers, il a terminé en disant « je crée l'homme, puis la femme ». Et si on est dans la logique d'un maximum de perfection, on devrait conclure que la femme est supérieure à l'homme, puisqu'elle arrive après l'homme, mais c'est pas ce que le christianisme enseigne. Mais on nous dit, voilà, il y a la nature et l'homme. Et avec une relation qui est une relation d'instrumentalisation. L'homme doit pouvoir dominer la nature, et dans la nature, il y a les animaux, donc l'homme doit pouvoir dominer les animaux. Les animaux sont là pour les hommes, nous dit la Genèse. Ils sont là pour nous nourrir, ils sont là pour nous habiller, pour nous vêtir, ils sont là pour nos loisirs, ils sont là pour notre consommation, on peut donc les atteler, les manger, les détruire, les domestiquer, etc., etc. C'est la logique chrétienne pendant très longtemps, même si, au moment où cette pensée-là se constitue, elle se constitue avec des païens qui, eux, ne sont pas d'accord. Il y a un débat entre Celse, philosophe païen, et Origène, philosophe chrétien, qui, au début de l'ère chrétienne, disserte sur ce sujet. Origène, évidemment, en chrétien, nous dit l'animal est fait pour être soumis à l'homme, les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent aux animaux, ce sont des choses, ce sont des objets. Les animaux mangent de l'herbe et les hommes mangent des animaux, c'est l'ordre des choses, Dieu a voulu les choses ainsi. Celse nous dit pas du tout. C'est un philosophe païen, on présente comme platonicien, moi j'ai plutôt tendance à croire que c'est composite et qu'il y a de l'atomisme chez lui, la philosophie d'Épicure et des épicuriens. Mais dès cette époque-là, il nous dit ce que plus tard Darwin nous racontera, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une différence de nature entre l'homme et l'animal, mais une différence de degré. On construit ainsi, à partir de l'animal, ce qu'on appellera la bête. Et ça, c'est une production uniquement chrétienne. C'est Descartes qui nous dit qu'il y a l'âme, la substance pensante, et il y a le corps, la substance étendue. Et que ce qui constitue l'homme, c'est ça. C'est ce qui le détermine. Un dualisme, une opposition entre la chair et l'esprit, entre la matérialité de la chair et l'immatérialité de l'âme. Alors évidemment, Descartes se pose la question de la liaison. Comment peut-on lier le corps et l'âme ? Il invente une liaison dans le cerveau, il a fait des analyses en abattant des bœufs, des veaux,
On pense qu'il a fait des leçons d'anatomie sur des cadavres de gens qui étaient condamnés à mort, et il a découvert la glande qu'on appelle aujourd'hui l'épiphyse, et dans l'épiphyse, il nous dit, voilà, c'est le lieu de la liaison du matériel et de l'immatériel. C'est pas extrêmement convaincant, parce que ça ne peut pas l'être, mais c'est à partir du moment où on distingue la substance étendue et la substance pensante qu'on ne peut plus gratifier l'animal d'une substance pensante. Il faudra donc faire de telle sorte que l'animal devienne une bête, devienne même bête d'une certaine manière. D'où l'expression, quand on dit de quelqu'un qu'il est bête, c'est qu'on estime qu'il n'a pas de conscience, qu'il n'est pas capable de savoir, de réfléchir, de mémoire, etc. Et il y a un cartésien célèbre, pour une anecdote, qui est Nicolas Malebranche. Et Nicolas Malebranche, dit-on, botte le derrière de son chien qui se met à crier en expliquant que le chien ne souffre pas puisque ça n'est jamais qu'un ensemble de rouages et que ça fait une machine. Descartes nous disait l'homme est un animal machine, et bien on nous dit qu'il y a effectivement dans l'animal de la machinerie et rien que de la machinerie. Ce qui veut dire que nous entretenons aux animaux un rapport qui, effectivement, est un rapport de soumission. Nous les soumettons alors qu'ils ont des leçons à nous donner. Et il y a, parmi les disciples de Descartes, je vous disais tout à l'heure, un disciple qui est Malebranche, et vous avez un autre disciple qui est extrêmement intéressant, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est le premier philosophe athée dans l'histoire de l'humanité, me semble-t-il. Je n'ai pas trouvé de pensée radicalement athée avant lui, et il se fait que, paradoxalement, c'est un curé, c'est l'abbé Meslier. Et l'abbé Meslier passe toute sa vie à écrire un testament, 1000 pages, où il nous explique, après avoir lu Descartes, que lui, il estime qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les animaux. On est au début du XVIIIe siècle. Donc, on est 1729, quand il meurt. On a une pensée qui est éminemment moderne, puisque Meslier nous dit « Mais moi, je suis curé à Étrépigny, dans les Ardennes, dans l'est de la France. » Et il dit « Mais les animaux, je les vois bien, ils pensent. Ils sentent, ils réfléchissent, ils ont de la mémoire. Si on leur a fait du mal, ils sauront s'en souvenir. » Et Meslier, philosophe à partir du réel, ce que les philosophes ne font pas la plupart du temps. C'est-à-dire que Descartes, il disserte à partir de Platon, à partir d'Aristote, à partir de la scolastique, à partir des livres qui disent le monde, mais pas à partir du monde. Et il y a une autre tradition, c'est celle dans laquelle je m'inscris, mais une tradition qui nous dit qu'il ne faut pas penser les livres qui disent le monde, mais le monde, et directement le monde. Et on voit comment, chez Montaigne, déjà, avant Meslier, chez Montaigne, il y avait cette réflexion sur l'animal. Il y a au milieu des essais un très long livre qui s'appelle l'Apologie de Raymond Sebon, où Montaigne parle de tous les animaux, en nous expliquant qu'il y a une intelligence animale. Il ne le dit pas comme ça, mais il nous dit d'une certaine manière, il dit la rondelle, c'est l'hirondelle, donc c'est le vocabulaire de cette époque, entre l'hirondelle et les hommes, il y a des choses en commun. Et il faudra attendre tardivement Darwin et l'origine des espèces, 1859, pour que Darwin nous fasse savoir clairement, et nous le montre, qu'il n'y a pas une différence de nature entre l'homme et l'animal, mais une différence de degré. On connaît la théorie évolutionniste, non pas cette idée que nous descendrions d'un singe, parce que c'est pas ainsi qu'il faut dire les choses, et c'est pas comme ça que Darwin le disait, mais Darwin nous dit il y a un singe qui, en évoluant, aura donné ce que nous sommes aujourd'hui. Et il y a encore beaucoup en nous de ce mammifère. La leçon que je propose, c'est que nous soyons capables de savoir ce qui nous reste d'animal en nous. Simplement en évitant un excès qui est celui qu'on rencontre aujourd'hui avec ceux qu'on appelle des antispécistes. Un sexiste, c'est quelqu'un qui fait de la discrimination sur le sexe et qui nous dit un homme est supérieur à une femme. Un raciste, c'est quelqu'un qui fait une discrimination sur la race en nous disant les blancs sont supérieurs aux noirs. Eh bien, un spéciste, c'est quelqu'un qui fait une discrimination sur les espèces en nous disant que les hommes sont supérieurs aux animaux. Les antispécistes, c'est un courant philosophique assez récent, il existe avec un philosophe qui s'appelle Peter Singer, par exemple. Les antispécistes nous disent non, les hommes et les animaux, c'est la même chose. Alors je pense qu'il y a eu un mouvement de balancier entre cette idée qu'il y aurait une altérité absolue et puis qu'il y aurait une ressemblance totale. Peter Singer, par exemple,
va jusqu'à dire qu'il peut y avoir des relations sexuelles entre les hommes et les animaux, pourvu qu'on n'inflige pas de souffrance aux animaux. Son critère est la souffrance. Et si vous ne faites pas souffrir un animal, il n'y a aucun interdit, nous dit Peter Singer, très sérieusement, pour qu'il y ait des relations sexuelles entre les humains et ceux qu'il appelle non pas les animaux, mais les humains non animaux. Les animaux non humains, pardon. Évidemment, c'est une invitation à réfléchir, elle est troublante, mais elle produit des effets puisqu'il y a un autre philosophe qui s'appelle Patterson et qui lui écrit un livre qui s'appelle L'Éternel Treblinka, où il nous explique que les animaux dans les batteries, les élevages de batteries, eh bien, vivent très exactement ce que les Juifs ont vécu dans les camps de concentration. Patterson est lui-même juif, il a perdu des membres de sa famille dans les camps de concentration, mais c'est une idée extrêmement violente de nous dire que ce que les hommes font aux animaux dans les élevages de batteries, c'est exactement ce que les nazis faisaient aux Juifs dans les camps de concentration. C'est exactement la même violence ontologique, je dirais, qui nous est faite par Peter Singer quand il nous dit que nous pouvons avoir des relations sexuelles avec les animaux pourvu que nous ne leur infligions aucune douleur, aucune souffrance. C'est-à-dire que ce courant antispéciste qui existe philosophiquement, et il est constitué, il nous invite à réfléchir sur notre propre animalité. Que reste-t-il de l'animal en moi ? Quelle part de cerveau reptilien ai-je encore ? En quoi suis-je encore une anguille ? Ou suis-je aussi une anguille ? En quoi suis-je aussi un nématode, ce fameux ver parasite ? Donc il y a toute une réflexion à mener sur notre part animale pour que nous puissions savoir ce qui nous fait être ce que nous sommes. La connaissance de soi passe par la connaissance de ce qui reste de mammifères en nous. Les antispécistes vont très loin, c'est-à-dire qu'ils nous disent qu'il faut ne plus manger de chair animale, bien sûr, donc il faut être végétarien, mais qu'il ne faut pas manger non plus des produits que les animaux peuvent donner, c'est-à-dire le beurre, lait, crème, le miel, par exemple. Donc ça veut dire qu'il faut être végétarien, mais qu'il faut être aussi végétalien. À quoi ils ajoutent qu'il faut être végan. Et le végan, c'est celui qui s'interdit toute exploitation des animaux. C'est-à-dire, évidemment, on ne les mange pas, on ne mange pas leurs produits non plus, mais on n'utilise pas non plus leurs produits. La cire d'abeille, la laine, le mohair, le cachemire, par exemple, le cuir, parce que ce sont des produits qui sont issus des animaux. À quoi on ajoute qu'il ne faut pas utiliser les chevaux pour faire des courses, les lévriers pour faire des courses de lévriers, qu'il ne faut pas utiliser des coqs pour les combats de coqs, évidemment pas de tauromachie, pas non plus de zoo, pas non plus de cirque. Et de fait, quand on réfléchit sur la part animale, on se dit, mais après tout, si je suis aussi un animal et que l'animal est un être souffrant, qu'est-ce qui légitime le fait que je puisse infliger de la souffrance aux animaux ? Qu'est-ce qui fait que je peux les élever pour les manger ? Est-ce que je peux en faire l'économie ? Les véganes nous disent oui, on peut très bien vivre sans manger d'animaux. Donc effectivement, quand vous posez la question à des véganes, ils vous disent qu'ils ne supportent pas les végétariens ni les végétaliens parce qu'ils occasionnent encore des souffrances aux animaux. Un végétarien, par exemple, ne mangera pas d'animal, de viande animale, de chair animale, donc pas de poisson, pas de coquillage, pas de crustacés, pas de viande, mais en même temps, il peut manger des œufs ou il peut boire du lait ou des laitages ou manger des yaourts. Or, si vous mangez des laitages, ils sont faits avec du lait de vache. Or, le lait de vache n'est pas fait pour que les hommes les mangent. Le lait de vache, il est fait pour que le petit veau puisse se nourrir. Donc, pour qu'une vache puisse avoir du lait, il faut qu'elle ait fait un veau. Et pour que ce lait, il ne soit pas consommé par le veau, il faut, pour réserver le lait aux humains, que vous tuiez l'animal qu'est le petit veau. Manger du lait, c'est obligatoirement tuer le veau qui aura été soustrait à la nourriture de sa mère, soustrait à sa mère. Et de fait, quand on réfléchit à la conséquence du véganisme, on se dit, mais ils ont intérêt, on peut pas être, ils ont raison, pardon, on ne peut pas être végétarien si on n'est pas végétalien, et on ne peut pas être végétalien si on n'est pas non plus végane. Si l'on est kantien, c'est-à-dire si on universalise la maxime, en se disant, si tout le monde faisait comme moi, ça donnerait quoi ?
Eh bien, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on ne touche plus à aucun animal. Ça veut dire que les animaux sont des animaux domestiques. Souvent, les véganes sont souvent des urbains qui ne savent pas trop comment fonctionne la campagne et la nature, mais ils ne savent pas, par exemple, que la vache n'existe pas naturellement, que le bœuf ou le taureau, ça n'existe pas naturellement, que la poule, ça n'existe pas naturellement. Ce sont des produits culturels, ce sont des animaux domestiques. Toutes les variétés de chiens que nous connaissons, des plus petits aux plus grands, sont des variétés qui procèdent du travail des humains à partir du loup. C'est-à-dire les tout petits chiens sont des produits des loups, mais sont des produits de la domestication des hommes. C'est-à-dire que si on laisse les animaux à eux-mêmes et qu'on ne les mange plus, on ne les tue plus, ça veut dire qu'on ouvre les portes aux élevages, ça veut dire que les animaux redeviennent sauvages, et ça veut dire d'une certaine manière que c'est l'homme qui, pour le coup, est en péril. Où l'on voit qu'il faut donc penser justement notre animalité, ne pas considérer que c'est rien, ne pas considérer que c'est tout, non plus. Donc éviter, d'une part, l'excès chrétien, du genre l'animal est une machine, et cette machine, elle est faite pour nous-mêmes, pour nous servir, et puis éviter l'autre excès, qui consiste à dire que nous sommes également des humains, parce que chacun voit bien, j'ose espérer du moins, et c'est souvent quelque chose qu'on reproche aux antispécistes, mais chacun voit bien que s'il devait sauver un chien ou sauver un humain, eh bien on peut imaginer que le vegan préférerait sauver l'humain au chien, et que de ce fait, il n'y aurait pas seulement quelque chose qui relèverait du spécisme ou de l'antispécisme, mais simplement de la juste et bonne connaissance de ce qui fait l'humain et de ce qui fait l'animal. Nous sommes des animaux, mais nous ne sommes pas que des animaux. Il nous faut donc réfléchir sur cette question de l'animalité en nous. Avant-dernier point, le cosmos. Le temps, la vie, l'animal et le cosmos. Le cosmos, il a été longtemps fabriqué par les chrétiens. Enfin, dans notre civilisation. Il y a eu un cosmos grec, bien sûr, sans parler des cosmos indiens, des cosmos chinois qui ont précédé, et puis même mésopotamiens, égyptiens, etc. Il y a eu des cosmos divers et multiples, mais pour rester dans la sphère de l'Occident, il y a un moment où nous rompons avec le cosmos grec, qui était un ordre des planètes. Et cet ordre des planètes, il nous disait ce qu'était le temps véritable, le temps des cycles. Et à l'époque, on inscrivait son propre temps dans le temps des cycles. Et c'est parce que vous inscriviez votre propre temps dans le temps des cycles que vous pouviez trouver une sagesse. Sagesse à vivre, sagesse à être, sagesse à mourir aussi. On sait qu'on n'est pas éternel chez les Grecs et qu'on prend sa place dans le cosmos. Avec le christianisme, c'est plus du tout la même chose. C'est-à-dire que le ciel est vidé de sa matérialité astronomique et il est rempli de ce qu'on appelle l'angélologie, c'est-à-dire la science des anges. Et on fabrique toutes les histoires que vous connaissez, de Dieu, des anges, des archanges, des archontes, etc. Enfin, de tout le ciel qu'on habille avec ce qui vous aura été raconté au catéchisme, ce que vous aurez vu dans les peintures qui vous représentent le paradis ou le ciel. Et dans ce ciel, on nous dit que les âmes des morts vont retrouver ce qui est leur destin, ce qui est leur avenir, ce qui est leur futur, si du moins la vie leur a permis, sinon c'est l'enfer. Et longtemps, on ne va pas faire une topologie des enfers et une topologie du ciel, mais par définition, le ciel était au-dessus de nous et l'enfer était en dessous de nous, toujours dans cette logique qui fait que nous produisions une vision en regard de Dieu et du divin et du sacré. Ce qu'il nous faut faire, c'est désacraliser le ciel et retrouver sa vérité qui est le soleil, du moins pour notre configuration. Et le sens du cosmos, c'est d'abord le sens du soleil. J'ouvre juste une parenthèse pour dire que les climatologues aujourd'hui, ce qu'on appelle les climatologues qui nous expliquent qu'il y a un réchauffement de la planète, ne mettent jamais le réchauffement de la planète en relation avec les cycles cosmiques ou astronomiques, mais toujours avec ce que les hommes font. Il est vrai que les hommes contribuent au réchauffement de la planète, mais en quelle partie ? On sait bien qu'il y a eu des réchauffements et des glaciations sur cette planète bien avant l'existence des hommes, et que depuis que les hommes ont existé, il y a eu aussi des périodes de glaciation, des périodes de réchauffement, dans des périodes qui ignoraient le moteur, l'industrie, etc. Donc il y a effectivement une méconnaissance du cosmos parce qu'il y a un ordre du cosmos. Et il y a en l'occurrence un ordre solaire. On sait très bien aujourd'hui que le Soleil a des cycles, qu'on ignore les cycles du Soleil,
mais qu'on sait bien que ces cycles du Soleil produisent un certain nombre d'effets. On ne sait pas exactement lesquels, mais on les suppose. On sait par exemple aujourd'hui qu'il pourrait y avoir des espèces de poussées magnétiques solaires qui mettra en panne la totalité de notre système construit sur l'informatique et construit sur l'électricité. Une espèce de buzz général avec une explosion qui ne serait pas mortelle pour l'humanité, mais des explosions solaires qui produiraient des effets qui seraient considérables sur la vie des hommes. Simplement, notre méconnaissance du Soleil est telle que nous passons à côté de ce qu'il nous enseigne. Or, il nous enseigne des choses essentielles. Le Soleil, c'est la vie, c'est le vivant. Plus de Soleil, plus de vivant. Il y a l'hypothèse, vous savez, de la disparition des dinosaures qui se fait avec l'hypothèse aussi d'un météorite qui aurait percuté la Terre et qui, dans cette percussion, aurait produit un nuage de fumée, un nuage de poussière extrêmement important et aurait donc empêché les rayons du Soleil d'arriver jusqu'à la Terre, donc aurait donc empêché aux vivants de pouvoir vivre, puisque le vivant, c'est du solaire, d'une certaine manière, puisque ce qui est n'est jamais que le produit de l'effondrement d'une étoile sur elle-même. Ce que nous sommes, tout ce que nous sommes, tout ce qui est sur la planète, n'est jamais qu'une variation sur le thème de l'effondrement d'une étoile un jour. Il n'y a que matière et il n'y a que ça. Ce que nous dit la lumière, c'est la logique du cycle. Ce dont je parlais tout à l'heure, c'est l'alternance du jour et de la nuit, l'alternance des saisons. Et cette inscription de notre existence dans cette alternance de jour et de nuit et dans cette alternance de saisons qui fait que nous avons des cycles, des longs cycles, au point même qu'un certain nombre de philosophes pensaient que ces cycles de cycles fabriquaient des cycles eux-mêmes et que des mondes disparaissaient alors que d'autres allaient réapparaître. La religion, elle s'est toujours construite sur le culte de la lumière. On peut imaginer que dès le départ, quand il y aura eu de l'animisme, eh bien, il y aura eu chez les hommes compréhension du fait qu'il y a des alternances du jour et de la nuit, il y a de l'alternance des saisons, et que c'est un ordre. C'est ce que justement les Grecs appelaient le cosmos. Le cosmos est un ordre. Quand on commence à voir l'existence d'un ordre, on imagine un ordonnateur. Et cet ordonnateur, c'est probablement la forme que prend Dieu, la forme primitive prise par le Dieu des origines. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les religions ne sont jamais que des variations sur le thème solaire. Là encore, on pourrait consacrer toute une séance à cette question, mais quand vous prenez les grottes préhistoriques, elles sont toutes orientées vers le soleil levant. Toutes. Vous prenez les alignements, les menhirs, les dolmens, un Karnak, vous prenez Stonehenge. Tout ça a à voir avec l'indexation à l'endroit de la lumière. Les églises, maintenant elles sont construites un peu n'importe comment, mais à l'époque où on construit les églises au Moyen-Âge, eh bien on les construit en regard de la lumière et de la lumière naissante. On s'en va vers le jour naissant. Le Christ, c'est le jour naissant. Ce Christ qui n'a jamais existé historiquement, mais qu'on a fabriqué, une petite secte juive fabrique au 1er siècle de notre ère, donc, nous dit que le prophète qui est annoncé par les Juifs n'est plus à attendre puisqu'il est venu. Et à partir de ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament, il sera ceci, il sera cela, il fera ceci, il dira cela, etc. On nous dit, il est venu, il était comme ceci, il était comme cela. Cette secte qui deviendra judéo-chrétienne, puis qui donnera le christianisme, elle invente un Jésus qui n'a pas existé historiquement, mais qui s'est trouvé constitué par les humains à partir du calendrier solaire. Prenez la naissance de Jésus, imaginons donc l'hypothèse de ce Jésus existant, eh bien la naissance de Jésus, c'est le 25 décembre, c'est-à-dire le solstice d'hiver, c'est-à-dire le moment où la nuit est la plus importante, où le jour est le plus court de l'année, mais aussi le jour où il va recommencer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire le fait que la lumière va revenir et la nuit va disparaître. On va vers le maximum, on était au maximum de nuit et au minimum de lumière, et on va à nouveau vers le maximum de lumière et vers le minimum de nuit. On le sait aujourd'hui, la Terre est ronde, elle tourne sur elle-même, autour du Soleil, et c'est le fait qu'elle tourne sur elle-même qui fait le jour et la nuit, et le fait qu'elle tourne autour du Soleil sous forme elliptique qui fait que nous avons les saisons. La biographie de Jésus est une biographie solaire. Les solstices et les équinoxes sont des dates qui correspondent à des moments essentiels dans la vie de Jésus.
de la naissance, Noël, à Pâques, la crucifixion, la résurrection, l'Avent, toutes ces choses-là sont en relation avec les cultes solaires. Il s'agit donc de retrouver, par-delà ce que le christianisme aura pu faire de ce cosmos, il s'agit de retrouver la vérité du cosmos d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut lire les astrophysiciens, il faut lire les astronomes qui nous donnent la configuration du monde aujourd'hui en nous expliquant ce qu'il est véritablement. C'est-à-dire que j'ai pour ami Jean-Pierre Luminet, qui était un astrophysicien contemporain, qui lui a inventé le concept d'univers chiffonné. Il nous dit notre univers est fini, mais sans bornes. Fini, mais sans bornes. Donc on se dit, si c'est fini, il y a des bornes. S'il est sans bornes, il est infini. Donc c'est un oxymore, encore une fois. Mais dans la configuration de l'astrophysique, il nous faut sortir de notre schéma en 3 dimensions pour pouvoir penser, éventuellement concevoir des schémas en 10 ou 11 dimensions qui feraient par exemple que si je sors par le toit de cette salle, eh bien dès que je sors de ce toit, je rentre par le sol. C'est-à-dire évidemment ce sont des configurations qui ne sont pas du tout les nôtres, mais les astrophysiciens nous expliquent que les temps de l'univers ne sont pas les temps que nous vivons. Je vous disais tout à l'heure qu'il n'y avait que des temps propres. Il y a donc des temps qui sont propres aux univers. Et par exemple, il vous est arrivé de voir des peintures, par exemple la légende de Sainte Ursule de Carpaccio à Venise, où vous voyez dans une même peinture 2, 3 ou 4 temps différents. C'est-à-dire vous avez le même personnage, enfant, adolescent, adulte et vieillard, mais dans un même espace. C'est la peinture qui rend ça possible, puisque vous avez 3 ou 4 temps dans un même temps. Eh bien, c'est exactement la même chose avec l'astrophysique. Il y a des choses qui vous apparaissent dans un même temps, mais qui sont étalées dans des temps différents. Leçon d'astronomie de mon père, quand il m'explique que la lumière de ces étoiles est partie il y a très longtemps, qu'elle nous arrive aujourd'hui, qu'elles sont probablement mortes à l'heure où ces lumières nous arrivent, eh bien, toutes ces lumières qui nous arrivent dans un même temps, elles procèdent de temps étagés, de temps différents. C'est un petit peu comme si, dans une pièce, vous mettiez des miroirs un petit peu partout et que vous mettiez une bougie au milieu de cette pièce, vous auriez autant de bougies qu'il y aurait de miroirs. Simplement, ce sont les réfractions de cette unique bougie que vous voyez dans cette configuration-là. Il en va de même avec notre univers, probablement beaucoup plus petit que ce que nous imaginons, concentré, mais fini tout de même. C'est-à-dire comme une espèce de ruban de Möbius qui fait qu'on n'en sort jamais, mais qu'il reste tout de même sans borne. Donc c'est une configuration sur laquelle on n'a pas le temps de s'exprimer, parce que là encore, il faudrait des séances sur ce sujet-là. Mais on sait aujourd'hui qu'avec ce que nous enseigne l'astrophysique, et ce que l'astrophysique nous enseigne aujourd'hui tient en 50 années, parce qu'on a beaucoup plus découvert de choses dans les 50 années qui nous séparent des premières véritables découvertes que ce qu'on a découvert depuis que les hommes scrutent le ciel. Et il y a des trous noirs, des trous de verre, des multivers, des plurivers, toutes choses qui font qu'on peut imaginer qu'il y a ces fameux trous de verre, VER, comme petit verre dans le bois, si vous voulez, ces trous de verre rendent possible la communication d'univers. On peut imaginer que comme des doigts de gants permettent de revenir sur une forme a priori, eh bien on peut faire de telle sorte que notre univers puisse se retourner comme un autre univers, passer par une espèce de trou noir et repartir dans un autre univers. C'est-à-dire que ce sont évidemment des configurations mentales, ce sont des configurations conceptuelles et pas des vérités évidemment scientifiques, mais ce que nous enseigne aujourd'hui l'astrophysique est extraordinaire parce que pour le coup, on découvre que les intuitions d'Épicure sont des intuitions qui se vérifient. Cet univers-là, devant lequel on se trouve, il nous permet d'expérimenter le sublime, et ce sera le dernier temps de mon exposé. Ce sublime qui est celui du petit garçon qui découvre ces lumières qui sont parties il y a très longtemps et qui nous arrivent seulement aujourd'hui, ce sublime-là, il est susceptible de rendre possible une spiritualité. Je ne parle pas de religion, mais je parle d'une spiritualité. Il y a religion à partir du moment où vous estimez qu'il y a un autre monde qui donne son sens à ce monde. Vous croyez qu'il y a un monde avec un paradis, un purgatoire, un enfer, qu'il y a un monde des idées et que c'est ce monde-là qui donne son sens à ce monde-ci. Quand vous pensez comme ça, vous êtes dans une logique religieuse. Si vous êtes dans une logique païenne et philosophique, vous n'avez pas besoin de cette configuration d'un arrière-monde. Il vous suffira
de saisir le monde comme il est. Et cette saisie du monde comme il est, il peut se faire à partir du sublime. Le sublime, c'est ce que vous ressentez devant le spectacle de l'immensité de la nature. Une tempête, un tremblement de terre, c'est d'actualité, une cataracte, un arc-en-ciel, une aurore boréale, des montagnes, des glaciers, etc. Quand vous ressentez votre petitesse devant la grandeur de ce monde, alors vous expérimentez le sublime. Et il me semble que dans un monde sans Dieu, on doit pouvoir expérimenter le sublime, qu'on doit pouvoir être capable de restituer, qu'on doit pouvoir aller chercher également. Pour ce faire, il y a la poésie. Et la poésie, il faudrait aussi prendre son temps pour expliquer ce qu'elle a été, ce qu'elle est devenue. Et en Occident, la poésie dominante est plutôt faite sous le signe de Mallarmé, sous le signe du pur sens du son, avec parfois un congédiement du sens, c'est-à-dire que c'est joli à entendre, mais il n'y a pas d'image qui fasse sens véritablement. On ajoute à ça le surréalisme, qui nous dit qu'il faut ne plus compter sur la raison, compter sur l'inconscient, associer des images qui nous viendraient simultanément à l'esprit, etc., l'écriture automatique, le cadavre exquis, enfin toutes les théories surréalistes. Et on arrive jusqu'au lettrisme, qui suppose qu'on n'a même plus besoin d'images, pour n'avoir plus besoin que d'un son qui ne sera plus une espèce de grognement. On n'a plus que des onomatopées dans la poésie lettriste. Je songe à Isidore Isou dans les années 50. Ça, c'est une tradition occidentale qui fait que la poésie, c'est d'une certaine manière décérébré. Si nous voulons retrouver le sens du sublime, il nous faut retrouver en Occident le sens du haïku. Le haïku, c'est une forme extrêmement brève, 3 vers extrêmement courts. Jadis, ils étaient avec un nombre de pieds particulier, mais il y a eu du vers libre dans le haïku, comme il y a eu du vers libre à partir d'Apollinaire. Et c'est une poésie qui a le souci de l'expérience poétique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'écrire si on ne l'a pas vécu a priori. Et on la vit, cette poésie, quand on cherche à mener une vie poétique. Chercher à mener une vie poétique, c'est coïncider avec le monde. C'est être présent au monde. C'est être soucieux de ce que le monde peut nous apprendre ou nous montrer. C'est regarder pour voir, ou voir pour regarder. Mais c'est faire l'expérience ensemble, voir et regarder. On peut voir des choses sans les regarder, on peut regarder des choses sans les voir. Il faut les deux. Il faut être attentif à ce que la nature aura à nous donner, dans les subtilités, dans le déplacement des saisons, dans les qualités de lumière, dans les petites perceptions qui nous sont données partout, avec les animaux, avec les plantes, avec les arbres, avec, j'en parlais tout à l'heure, les variations de lumière, les intensités de lumière. Et ces expériences-là, elles vous permettront pour le coup de saisir véritablement le monde. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de moi dans l'expérience du haïku, dans l'écriture du haïku, il y a juste la restitution d'une émotion, juste la restitution d'une impression. Il s'agit de produire un effet de manière extrêmement brève et de saisir d'une certaine manière la matérialité du monde. Il faut faire confiance aussi à l'art. Mais là encore, il faudrait mettre en perspective un art classique, qui est un art qui est resté platonicien, qui nous met à distance le monde, et qui considère que plus c'est éthéré, plus c'est sublime, et qui considère que quand on a de la matérialité du monde, alors on n'a plus d'art. Vous avez un art de la musique, par exemple, vous avez un art de la peinture, qui est un art de l'illusion, mais vous n'avez pas un art gastronomique. Vous n'avez pas un art des parfums. On en parle de l'art des parfums, mais vous n'aurez pas la même dignité avec une toile de Rembrandt, par exemple, avec une musique de Bach, et puis avec un parfum, même le parfum fabriqué par un grand nez, ou avec une cuisine, même une cuisine fabriquée par un grand cuisinier. Parce qu'on a hiérarchisé les sens, et que dans cette hiérarchie des sens, on aime les sens de la mise à distance, et qu'on n'aime pas les sens qui nous mettent présents au monde, qui nous rendent présents au monde. Il faut donc travailler à une espèce de déconstruction de l'art classique pour qu'on puisse aller voir dans l'histoire de l'art ce qui aura rendu possible une vraie présence au monde. Tout le monde connaît Arcimboldo. Vous voyez cette peinture d'un personnage, d'un visage, par exemple, d'un portrait d'un libraire, d'un bibliothécaire qui est fabriqué avec des livres, un portrait de poissonnier qui est fabriqué avec des poissons, un portrait des saisons qui est fait avec les légumes de saison, printemps, été, automne, hiver, etc. Et vous avez dans cette peinture-là la naissance d'une esthétique de la terre, je dirais, d'une esthétique de la réalité. On n'a plus besoin de figurer ce qui n'existe pas,
parce que pendant des siècles, l'histoire de l'art a consisté à donner un corps à ce Jésus qui n'existait pas. Donc cette chose qui n'était qu'une fable est finalement devenue vraie parce que vous aurez vu Jésus, Joseph, Marie, la crèche, la crucifixion et tous les moments de l'évangile, des évangiles, parce qu'on vous les aura montrés, parce que ça aura été peint. Et quand il vous faudra faire tout ce travail de déconstruction de l'art occidental pour retrouver un art qui vous ramènera au monde et pas à la fiction, alors vous pourrez trouver des voies d'accès par certaines peintures, par certains peintres, par certaines traditions esthétiques. Et je ne veux pas avoir forcément le temps, donc vous parler d'art contemporain pour terminer sur ce sujet, parce qu'il y a dans l'art contemporain, il ne faut pas jeter totalement, il y a effectivement des imposteurs, mais il y a toujours eu des imposteurs dans toutes les époques de l'histoire de l'art, mais il y a une tradition qui reste platonicienne, chrétienne, de la mise à distance du monde, de la détestation du corps, je pense au body art, à l'actionnisme viennois par exemple, ou à la célébration de ce qui n'existe pas, un peu comme un écho à ce que fut Jésus, à l'histoire de ce formidable concept, avec justement tout l'art conceptuel. Mais vous avez en face ce qu'on appelle le land art, c'est-à-dire des installations dans la nature qui nous permettent de voir la nature, qui nous apprennent à voir à nouveau la nature. C'est-à-dire que quand les œuvres du land art sont grandes, elles nous apprennent à voir ce que nous ne voyons pas habituellement. Des agencements, des structures, des textures, des formes, des forces, de l'éphémère, etc. Et ça, c'est une invitation aussi à mener des vies poétiques, exactement de la même manière que le haïku oblige à des balades pour que vous alliez chercher le réel et que vous soyez soucieux de ce que le réel a à vous apprendre. Bien là, il faut faire exactement la même chose avec cette forme d'art qui est rurale, qui est campagnarde, qui est dans la nature, parce que vous allez apprendre à regarder le désert. Il y a beaucoup de land art aux États-Unis, mais à regarder le désert, à regarder la campagne, la forêt, à regarder les arbres, à regarder la nature, les évolutions, les changements dans la nature. Et puis je conclurai avec la musique. De la même manière que vous avez eu des musiques qui vous ont mis le monde à distance, ou des musiques qui vous ont rendu présent le concept de Jésus, qui n'est qu'un concept, eh bien vous avez aujourd'hui une tradition de la musique qui, à partir de Debussy, a construit autour du silence et est allé vers de plus en plus de silence. C'est-à-dire qu'on est allé jusqu'à un concert de silence, 4 minutes 33, de John Cage, qui, sur scène, a organisé le silence en nous disant que le silence, c'était le sommet de la musique. Après ça, on ne peut pas aller beaucoup plus loin, et soit c'est une impasse, ce que je crois, soit on considère qu'on arrête totalement la musique, et c'est la mort de la musique, et ça on est dans la grande logique hegelienne des années du XXe siècle, mais on est passé au-delà de ça. Et il y a une musique américaine qui est répétitive, qui est dite minimale, et qui est construite sur des microcellules répétées, mais il y a un moment donné où on ne répète pas exactement la même chose. Et on s'aperçoit 1 heure plus tard qu'à partir d'une cellule indéfiniment répétée, eh bien, on obtient quelque chose d'autre. C'est très exactement la configuration de ce qui, chez Lucrèce, s'appelle le clinamen. C'est-à-dire, il n'y a que des atomes qui tombent dans le vide, il n'y a que ça, il n'y a que de la matière. Et il y a un moment donné, un atome qui va dévier, ça s'appelle le clinamen, qui va rencontrer un autre atome, et la construction du monde s'est constituée avec ces assemblages d'atomes. Nous ne sommes que des atomes. Conclusion, s'il y a un sens à cette ontologie, c'est-à-dire à cette philosophie de ce qui est, que je vous propose rapidement, j'ai bien conscience de balayer très vite les choses, c'est qu'effectivement, il n'y a que de la matière, qu'il nous faut véritablement nous inscrire dans la matière, et qu'il faut éviter toute la tradition philosophique qui suppose que depuis le monothéisme, la vérité du monde serait dans les livres qui diraient le monde. Le Talmud, la Bible ou le Coran. Quand on vous dit tout est dans un livre, on n'a pas besoin de bibliothèque, on a juste besoin d'un livre. Il y a juste un moment donné où dans les bibliothèques, il faut savoir que nous n'avons besoin que des livres qui nous ramènent au monde, et pas les livres qui nous éloignent du monde. Voilà pourquoi je vous ai parlé d'explorateurs, où j'aurais pu, mais où je pense qu'il faut prendre ces leçons chez les poètes, chez les voyageurs, chez les écrivains, chez les romanciers, chez les musiciens, chez les viticulteurs, chez les vignerons, chez les artistes, chez les peintres, etc., etc., parce qu'il y a là une envie de saisir le monde tel qu'il est, il y a une sagesse sans morale que je propose en conclusion de cet ouvrage, et qui est de savoir que nous n'avons pas le choix, nous sommes dans un monde où le déterminisme fait la loi, mais le savoir rend libre, et d'une certaine manière, c'est une sagesse
qui vise à la béatitude, connaître le cosmos, savoir comment il est, y trouver sa place. Ça permet de trouver un sens à son existence, donc à sa mort. Elle est programmée, nous le savons, nous n'avons pas à la craindre. Épicure nous dit « si je suis là, elle n'est pas là, et quand elle sera là, je n'y serai plus ». C'est donc une grande leçon de sagesse, et je pense que nous pouvons aujourd'hui, uniquement à partir du cosmos, c'est un uniquement qui n'est pas peu non plus, mais uniquement à partir du cosmos, retrouver une sagesse post-chrétienne pour nos temps nihilistes. Et les temps nihilistes, eh bien, j'en fais la description dans le volume qui est à paraître, Décadence, et ça m'oblige à revenir pour vous parler de la suite un jour. Je vous remercie.